Bienvenue à tous sur Africa 24 dans cette émission estampillée La Guinée des talents. Nos invités, Jean-René Dumba Camara, promoteur culturel et fondateur du Fest Art Dumba. Bienvenue sur Africa 24. Merci. Petit tonton, comédien, conteur, metteur en scène et fondateur de la Maison de l'Oralité. Bienvenue sur Africa 24. Merci beaucoup. Abdoulaye Camara, artiste flûtiste. Bienvenue sur Africa 24. Merci. Nous entamons cette première partie de l'émission consacrée au développement culturel de la Guinée. Je commence par vous, Monsieur Jean-René Dumba Camara, en tant que promoteur du Fest Art Dumba, festival culturel itinérant majeur en Guinée. À date, quel état des lieux faites-vous de la promotion de la culture en Guinée? Merci, madame. Et à date, je vais dire que nos activités culturelles se portent bien. Et la culture, autrefois appelée parents pauvres, aujourd'hui commence à changer de visage. Et nous sommes sur le terrain et nous sommes visibles. Et donc, je vais dire que malgré les difficultés, malgré des petits problèmes que nous avons dans l'opérationnalisation de nos plans, de nos projets, et nous nous portons bien dans nos têtes et nous agissons pour atteindre nos objectifs. Petit tonton, je rappelle que vous êtes le promoteur justement de la grande nuit du conte tenue le 5 décembre 2025 à Conakry. Quelle place occupe aujourd'hui le conte en Guinée et même en Afrique? Alors, le conte qui est l'école de la vie dans la tradition africaine, qui était autrefois l'école de la vie, qui était ce canal de transmission des valeurs traditionnelles, était en voie de disparition. Mais, parce que voilà, nous sommes envahis par les révolutions technologiques, etc. À travers les actions de certaines personnes au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina, c'est en train de revenir dans le quotidien des gens. Donc à travers des projets comme des Nuits du conte, à travers des actions dans les écoles avec le conte à l'école, conte outil pédagogique qui se fait au Sénégal, au Burkina, en Guinée, à travers des espaces dédiés au conte et à l'oralité comme notre maison de l'oralité du patrimoine Koumaka en Guinée, la maison de l'oralité Cœur Leiti au Sénégal et la maison Kombi Culture au Burkina et au Togo, etc. Donc, c'est vraiment en train de revenir et occuper de la place. Et au sortir justement de la grande nuit du conte, qu'est-ce qu'il en ressort? Un sentiment de réconfort. Si la nuit du conte, les gens se battent pour avoir des places, pour venir voir le conte, les gens payent aujourd'hui la valeur de 100 euros pour voir un spectacle de conte. On va dire qu'on est en train de réussir le pari. Parce qu'il y a 5-6 ans euh, en arrière, quand je disais que je fais du conte, les gens disaient: Ah ouais, le conte, c'est pour endormir les enfants. Aujourd'hui, les entreprises ont envie d'avoir du conte dans leur after work, dans leur cérémonie d'ouverture de nouvelle agence ou de fête de 20 ans de telle ou telle entreprise. Les gens se battent pour avoir de la place pour la grande nuit du conte. On va se dire que oui, on est en train d'atteindre un certain objectif. Et au-delà de la nuit du conte, les actions qu'on mène dans les écoles et dans les quartiers commencent à créer de l'émulation autour de cette discipline artistique et de cet élément essentiel de notre culture. Abdoulaye Camara, vous qui êtes artiste flûtiste, comment avez-vous débuté dans la flûte? Ben, la flûte, depuis à l'enfant, j'écoutais ça à la télé à l'époque. Donc j'étais enfant à les grandes ballets africains. Il y a mon maître là-bas, j'écoutais ça. Je jouais uniquement le djembé. Mais une fois que j'ai écouté la voix de la flûte, j'avais aimé la flûte. Une fois, en 2007, lorsque j'avais commencé la musique, il y a un blanc qui est venu ici. Il s'appelle Sylvain. On avait un centre de réinsertion des enfants déshérités. Là, on était là, bon, on jouait uniquement les instruments de chez nous, le djembé, le balafon. Mais une fois le blanc là est venu, il a instruit la flûte dans l'école.
Tu vois, moi, je dis, ah, ça là, j'avais ça dans la tête d'apprendre ça. Donc, il faut que j'apprenne ça. Au début, tout le monde se moquait de moi. Mes oncles à la maison disent, tu vas devenir fou parce que tu veux jouer tous les instruments. Je dis, non, y a pas, c'est pas ça. Là, moi, je vais jouer la flûte. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, dès que j'ai commencé à jouer la flûte, maintenant, tout le monde, vu que je joue avec lui, il s'est recruté au grand ballet africain de Guinée, le grand troupe de Guinée. Et au fait, j'ai joué avec plusieurs personnes telles que Petit Tonton. Et j'ai fait beaucoup de trucs avec mon grand, beaucoup, beaucoup. Tu vois, d'ailleurs même, je suis en train de faire mon album. Je suis en train de faire l'album uniquement la flûte. Donc, je l'en parle de ça. Donc, nous sommes dans ce projet pour que le truc là s'avance. Nous allons revenir sur vos projets au cours de l'émission. Jean-René Domba, comment justement, selon vous, la Guinée peut-elle mieux structurer et valoriser ce vivier de talents pour en faire un moteur économique, touristique, culturel Bien, merci, madame. Et je crois qu'il faut s'y mettre en travaillant avec ceux qui sont acteurs, les actes administratifs ou l'administration et les acteurs, ceux qui sont nés dans la culture ou qui l'ont intégré ou qui ont eu un don, un talent, s'unissent pour travailler et mettre en œuvre cette valeur, cette identité qu'il ne faut pas laisser sombrer, qu'il faut toujours garder comme un bébé. Et donc, c'est un travail de tous les jours. La Guinée a un passé riche, c'est vrai, sur le plan culturel, mais il faut travailler pour amener la culture à nourrir son homme, à faire en sorte que ça ne soit pas le parent pauvre, mais qu'il y ait une relation, une symbiose forte entre les actes administratifs accompagnant les producteurs, accompagnant les hommes de culture, les hommes de talent, pour formaliser cet appui de l'administration et de la mise en œuvre des talents de ceux qui exercent dans le domaine de la culture. Et c'est aujourd'hui ce que nous commençons à voir parce que, je disais à l'entame, parents pauvres, on ne nous voit plus comme parents pauvres parce qu'aujourd'hui, les gens s'investissent et il y a même des directions de promotion culturelle qui existent et des industries culturelles. Et donc, ça amène à créer de l'emploi, à produire des revenus et donc à dire aux gens que vous pouvez vivre de votre culture. Donc, c'est une organisation, c'est un travail de fond intellectuel pour que l'État et les vrais acteurs puissent se donner les mains et bâtir ces stratégies qui peuvent durer dans le temps. Et nous sommes dans un domaine de promotion culturelle de notre identité, de nos valeurs us et coutumes, de la famille du peuple Baga et du littoral. Et donc, nous avons des actes, nous avons des plans et nous travaillons avec notre tutelle qui est le ministère de la Culture pour nous accompagner avec si vous voulez, des moyens, si vous voulez, un accompagnement de terrain, parce que nous n'évoluons pas dans les centres urbains, nous travaillons dans des zones rurales, là où les populations, la Guinée est en majorité rurale. Et donc, nous venons travailler avec eux pour leur dire que n'abandonnez pas, ne perdez pas vos valeurs et donc conservez-les. Et ce travail se fait sur le terrain pour qu'il reste. Parce que si nous l'abandonnons à partir des familles, à partir des zones rurales, eh bien, les centres urbains ne trouveront pas, créeront, déformeront, mettront autre chose. Et cela peut conduire à l'extinction de nos valeurs culturelles. Petit tonton, comment, selon vous, justement, la promotion des spectacles qui est passée de 19 en 2016, justement, à 51 en 2021 en Guinée, peut-elle influencer l'organisation de spectacles liés à la diversité culturelle, l'accès au public à la culture à travers la Guinée? Alors, tout est volonté politique déjà. Donc,
Quand il y a la volonté publique, ça devient une certaine priorité. Et donc, on pense à la restructuration du secteur, donc à la formation, à la création d'espaces, ensuite à la promotion. Parce que on est beaucoup dans le passé. Dans le passé, oui, on a été. Aujourd'hui, où on est, on a été depuis l'époque des permanences, c'était les maisons les grandes maisons des jeunes et de la culture. C'est devenu des lieux de mariage, de baptême. Comment on fait pour relancer tous ces espaces? Comment on fait pour que il y ait des vrais métiers dans l'écosystème des différents domaines, dans le cinéma, la musique, le conte, la danse, le théâtre, etc. Comment faire pour que il y ait des bons techniciens, des bons auteurs, en tout cas qualifiés, je veux dire. Donc, cette organisation ou réorganisation du secteur qui permettra de se positionner et d'avoir accès aussi à des subventions, à des financements, de l'accompagnement. Je reviens vers vous, Monsieur Jean-René. Quels sont les principaux défis institutionnels et financiers qui freinent la promotion de la culture en Guinée? Alors, les principaux défis, il faut se dire que, je le disais tantôt, je vais toujours répéter ce mot, parents pauvres avant. Pourquoi? Parce que on se disait que la culture ne nourrit pas son homme. Et on travaillait dans ce sens. Alors, ces défis majeurs qu'il y a, c'est de lier les activités culturelles comme étant des activités qui peuvent être inscrites dans l'accompagnement, dans le financement pérenne. Et c'est un défi, c'est des challenges. Et nous voyons actuellement ici chez nous, en Guinée, avec les nouvelles autorités, il faut le reconnaître, et cette amorce d'inscription de la culture comme étant des piliers du développement. Et parce que ça doit y être. Donc, ces défis doivent être relevés en plaçant le volet culturel comme étant tout autre axe de développement. Et comme ça, avec des stratégies, avec des plans de développement, dans l'inscription des programmes de développement du pays, et les acteurs culturels, les hommes de culture, les créateurs vont développer des programmes, vont développer des appuis, vont être accompagnés de manière pérenne, pas que des personnes qui viennent quémander ou qui viennent se dire à l'accompagnement, non, mais que ça reste comme un programme de développement socio-économique d'une nation. Et ces challenges peuvent être relevés si tout le monde s'y met, et surtout avec ce que je disais tantôt, l'option politique qui est en train de le formaliser dans ce sens. En Guinée, il y a un pilier de notre programme de développement Simandou qui est actuellement ici, qui est le pilier culture et éducation. Tout à fait. Alors, nous pensons que cette amorce peut bien être un élément qui va relever ce challenge lié au développement de la culture dans notre pays. Abdoulaye Camara, quelles sont les difficultés que vous relevez au niveau de votre domaine, dans votre domaine? Mais les difficultés que je rencontre dans ça, au fait, alors il n'y a pas l'endroit où on peut répéter. Tu vois, si je veux répéter par exemple, alors il faut que je descends au bord de la mer ou je répète dans ma chambre. Tu vois, il n'y a pas un endroit là où je peux répéter. Et dans ma tête, je veux vraiment avoir des enfants pour les faire répéter. Des fois, c'est petit tonton qui m'appelle d'aller répéter des gens à Koumakan. Mais si les enfants dans mon quartier, si je peux les répéter, je ne peux pas les répéter parce qu'il n'y a pas l'endroit sûr là où je peux les répéter. Sinon, il y a les enfants qui veulent vraiment apprendre, mais il n'y a pas l'endroit là où on peut les apprendre. Donc, c'est ça le truc que je...
Petit tonton, effectivement, l'insuffisance d'infrastructures culturelles en Guinée est criarde. Donc, selon vous, comment justement valoriser ou mettre en place ces infrastructures-là pour permettre justement à ces jeunes talents de pouvoir éclore? Ben, il nous fallait déjà des textes de loi qui ont été défendus et votés, heureusement. Donc, à reconnaître le métier d'artiste, donc le statut d'artiste. Nous avons 4 lois qui ont été votées cette année. Et ça, c'est déjà beaucoup d'avancées dans ce sens. Et ensuite, ce problème d'espace, effectivement, c'est un grand frein pour l'épanouissement des artistes. Est-ce que, contrairement aux autres pays, nous n'avons pas encore de palais de la culture et les jeunes continuent à aller répéter au bord de la mer. Il y a le centre culturel franco-guinéen, il y a les studios Kira, il y a la maison Kumakan, mais c'est pas assez pour le nombre d'artistes qui, et qui a besoin d'espace, de rencontre, de partage, en tout cas de résidence, etc. Donc il faut encore une fois une volonté au plus haut niveau euh, pour pouvoir doter les communes, les villes d'espaces de rencontre, d'espaces d'expression. Et cela contribuerait vachement à l'épanouissement des artistes, mais aussi à diminuer des choses comme la délinquance juvénile, comme des jeunes qui se droguent, en tout cas les violences des jeunes. Nous remarquons dans ces quartiers où il n'y a pas de culture, de proposition, il n'y a pas de lieu, et la criminalité est un peu élevée, la délinquance, et les trafics de stupéfiants, c'est fréquent dans ces lieux-là. Donc, il faut vraiment que l'État euh, contribue beaucoup à la mise en place de ces lieux. Jean-René Domba, justement, quelle stratégie pour mettre en place, pour répondre justement à cette insuffisance de lieux de spectacle dans le pays? Alors, euh, il y a un département dédié à la culture avec des lettres de mission claires du Premier ministre. Et il y a des axes de développement qui sont dans un programme de développement en Guinée sous l'impulsion des plus hautes autorités. Il faut que ces acteurs étatiques qui sont chargés de la mise en œuvre de la lettre de mission arrivent à matérialiser en fonction des demandes des artistes, inclure les artistes dans l'expression de matérialisation de la lettre de mission. Il y a des zones dépourvues de cadres d'expression culturelle. Il y a des manques de maisons de jeunes, il y a des manques de centres de loisirs, il n'y a pas de palais culturel, comme on le disait tantôt. Il y a aussi, si vous voulez, ces artistes qui doivent être formés, qui doivent être mis à niveau pour qu'ils puissent vivre de leur art. Et cela amène aujourd'hui, avec cette globalisation, que ces artistes puissent connaître comment s'y prendre, comment défendre leurs intérêts, comment se préparer, se réunir en consortium, travailler. Et tout cela doit figurer dans les actes administratifs du département chargé de la culture. Donc, il faut mettre en œuvre cette lettre de mission et être sur le terrain. Et tout le terrain n'est pas que Conakry. La Guinée a 33 préfectures, maintenant là, avec les 13 communes. Donc, ça dépasse cela. Alors, il faut aller dans toutes ces zones, faire en sorte que le volet culturel soit au même niveau décentralisé comme le volet de développement des écoles, le volet de développement des routes. Et si cela est matérialisé sur le terrain, je me dis, ça peut permettre au peuple de Guinée de valablement exprimer son potentiel culturel à travers l'accompagnement de l'État avec ses infrastructures, avec l'accompagnement des équipements, la formation, les voyages d'études, le partage d'expériences avec les autres pays africains.
Et comment, selon vous, renforcer la formation et la protection sociale des artistes, des acteurs culturels également, pour garantir des carrières durables? Alors, la formation, c'est on définit des thèmes de formation après une évaluation, après des besoins exprimés. Et les acteurs étatiques chargés d'accompagner ces acteurs sur le terrain, il faut lancer des états d'expression des différentes, si vous voulez, des groupements, des acteurs culturels qui existent pour recueillir les besoins, pour connaître leur niveau actuel, leur ambition et les besoins voulus. À travers cette évaluation de base, on planifie des formations, on planifie des mises à niveau, on planifie l'accompagnement par achat d'équipements, construction de maisons, pour amener ces acteurs culturels à un monde global, multiple, et donc connaître les besoins, les préoccupations, et en ce moment, planifier des formations. Et donc, les formations peuvent se faire soit avec ceux qui ont une avance en Guinée, garder et faire en sorte qu'il y ait le passage du témoin. On peut faire appel à d'autres dans la sous-région. On peut faire appel à des experts sur le plan international. On peut faire aussi appel à des institutions internationales, comme l'UNESCO, par exemple. Et donc, les formations peuvent être définies dans ce cadre avec des thématiques liées aux besoins de chaque groupe d'acteurs culturels. Et je suis sûr que cela peut porter et que cela peut aller dans la vulgarisation de notre identité culturelle. Petit tonton, quels mécanismes peuvent être mis en place pour protéger les droits d'auteur et lutter contre le piratage des œuvres culturelles en Guinée? Et déjà, l'information, il y a beaucoup d'artistes qui ne savent pas grand-chose des droits d'auteur. Il faut, la formation dont vous parliez tout à l'heure, ça doit aller aussi dans ce sens. Il faut former les gens, et informer sur... et il faut dire aux artistes que si il n'est pas enregistré, il ne peut pas protéger son œuvre. Et s'il est enregistré, il faut qu'il déclare son œuvre. Et quand il déclare, il faut qu'il sache que il a droit à tel au royalty et que voilà, le producteur ou le distributeur ou le mangeur, il faut qu'on sache tout ça pour pouvoir se protéger. Parce qu'il y a beaucoup de chanteurs, par exemple, qui sortent des chansons qui ne sont ni membres d'une association de gestion des droits d'auteur, qui ne déposent aucune œuvre et qui ont souvent des problèmes avec des sociétés de téléphonie ou des chaînes de radio, de télé, etc. Et donc, qui ne peuvent pas être protégés. Donc, pour pouvoir protéger les artistes et leurs œuvres, il faut qu'ils sachent qu'ils doivent appartenir à des sociétés de gestion des droits d'auteur et qu'ils doivent déposer les œuvres pour être protégés. Jean-René Douba, comment la diversité culturelle et linguistique guinéenne peut être mieux valorisée comme facteur d'unité nationale et de cohésion sociale? Je dis que c'est un don de Dieu. Cette diversité, il faut la saisir. C'est une force. Plus on est nombreux, plus il y a d'ethnies, il y a de communautés. C'est pas mauvais, mais plutôt c'est une force. Il faut réunir les forces, cette diversité, amener chacun dans l'espace et lui donner la latitude de s'exprimer, n'exclure personne. Et c'est en cela qu'on peut gagner. Un peut apporter, l'autre peut corriger ce que le premier a dit, le troisième peut innover, et donc réunir ces différentes composantes de notre nation guinéenne qui sont multiples et très riches en termes culturels. Et donc, je pense que cette stratégie, c'est de réunir tout le monde et les responsabiliser, les amener à s'engager, à se sentir concernés, c'est dire que je compte dans l'édification culturelle de mon pays. Par conséquent, je ne dois pas m'exclure, je dois y être. Et ça doit venir de l'administration, des gestionnaires des volets culturels, de ceux qui s'investissent sur le terrain pour motiver,
pour amener ceux qui ne connaissent pas leurs droits. Tantôt, on parlait des gens qui ignorent encore leurs droits. Et donc, tout ça, ça peut être fait. Pourquoi pas, par exemple, faire des états généraux de la culture, permettre aux uns et aux autres de s'exprimer et de se savoir concernés pour le développement culturel de notre cher pays. Messieurs, je vous invite à marquer une courte pause avant d'entamer la deuxième partie de l'émission consacrée à la promotion des industries créatives, juste après la pub. Retour sur ce plateau dans cette émission spéciale La Guinée des talents. Nous avons un quatrième invité qui nous a rejoint, Fresh Dédé, journaliste créateur de contenu. Bienvenue sur Africa 24. Bonjour, ça fait plaisir d'être là. C'est nous. Nous commençons par vous, petit tonton. Quels sont les principaux freins au développement des industries créatives africaines? Je vais dire, les problèmes de structuration, c'est de formation, de spécialisation, parce que il faut que les artistes sachent que, les chanteurs sachent que c'est une entreprise qui doit fonctionner donc avec différentes personnes et voilà, management, communication, booking, etc. Il faut que ça s'organise autour de lui comme une entreprise. Donc, il y a ce problème d'organisation, il y a le problème de financement. On est en concurrence avec de grosses boîtes de l'Occident qui mettent énormément d'argent dans leur production. Et à mon avis, ce sont quelques éléments qui freinent un peu. Mais n'empêche qu'il y a beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, quand on prend le Nigeria, ça va vite. Ils ont réussi à créer une vraie industrie autour de la musique. Ils font vraiment concurrence avec des pays comme les États-Unis, des artistes américains qui veulent faire des featuring avec eux, des Anglais, etc. Et je pense que les autres pays doivent aussi emboîter le pas et pour qu'on soit encore plus fort et se développer dans ce domaine. Fresh Dédé, je vous retourne la même question. Moi, je pense que je vais rester dans la même ligne. Je pense qu'il a assez développé. Aujourd'hui, la majeure partie des artistes, je pense qu'ils n'arrivent pas à comprendre encore que c'est pas juste être chanteur, que c'est une casquette, c'est un métier. Et ce métier, il y a beaucoup de personnes qui interviennent. J'aime le dire généralement que l'industrie, ce n'est pas seulement un truc physique, c'est un état d'esprit. Il faut que le manager puisse comprendre que ça, c'est son métier. Il va permettre à développer l'artiste, que l'artiste puisse comprendre que son travail a un impact sur le chargé de com, qui part sur les médias, qui part sur les bookers, les tourneurs. Je pense que cet écosystème-là qu'il faut vraiment travailler aujourd'hui en Afrique pour pouvoir donner vraiment un vrai élan. Je me tourne vers vous, Jean-René Dumba Camara. Comment les États africains peuvent mieux intégrer les industries créatives dans leur stratégie nationale de développement économique? Bien, alors, il faut partir des stratégies de planification, des programmes de développement économique et social. On ne réinvente plus les roues. Il faut programmer le développement des industries culturelles comme étant des entreprises qui sont ici dans la programmation du développement, dans les plans de développement que les États arrivent à mettre en place. Donc, ne pas les dissocier du programme de développement en disant que c'est de la culture, c'est après, on va voir ce que ça peut donner. Non, non, non. Il faut programmer, il faut planifier parce qu'il y a des interrelations. Tenez, dans une région où un promoteur culturel, quelqu'un qui veut développer des activités culturelles, il n'a pas de courant, il n'y a pas un cadre approprié pour faire son business, inviter, monter des gens, monter des projets de spectacle à haut niveau, il n'y a pas de route, il va sans dire que cet opérateur culturel ne peut pas se développer. Donc, il faut intégrer ce volet d'industrie culturelle dans les programmes de développement socio-économique et ne pas se dire que ces programmes, c'est juste dans la capitale ou dans les chefs-lieux des régions. Ça devient un programme. Et quand c'est un programme de développement, un programme national, la mise en œuvre doit être décentralisée en fonction des résultats qui sont attendus de chaque étape de mise en œuvre. Petit tonton, les industries créatives africaines
comment peuvent-elles participer à la création d'emplois jeunes alors que 60% de la population africaine a moins de 25 ans? Je pense que on parle aujourd'hui beaucoup des ICC, mais si on remonte à quelques décennies avant, on le faisait déjà, mais on l'appelait pas ICC. Vous savez, on a eu les ballets africains ici qui faisaient des spectacles dont les cachets ont payé les fonctionnaires guinéens. On va dire, est-ce qu'on va dire que c'est pas de l'ICC? Bien sûr que c'est de l'ICC. Ça faisait travailler les tailleurs pour faire les costumes, les menuisiers, les soudeurs pour faire les décors. Ça fait travailler des gens à la logistique, etc. Ça faisait travailler des gens jusqu'au village pour faire tisser des pailles, des raffias, etc. C'était de l'ICC. Mais aujourd'hui, il faut encore mieux organiser, mieux outiller les gens. Et comme il le disait, Fresh, il parlait de BTS. Oui, qu'on puisse aller faire 2 ans, 3 ans de management artistique ou de scénographie ou de décor ou de beatmaker, etc. ou de tissage parce que on va parler de ICC, mais pas que des arts de la scène. Quand on parle de culture, ça va au-delà de ça, que ces tisserands qui tissent ces pagnes sachent que c'est un véritable métier et que c'est pas juste je le fais parce que mon père a été tisserand. Je le fais parce que je fais travailler celui qui cultive le coton, la grand-mère qui fait le cardi et qui transforme le coton en fil et que les jeunes sachent qu'on peut créer des usines aujourd'hui pour faire ce textile et que pareil pour les potiers, pareil pour ceux qui font les nattes, pareil pour la gastronomie, etc. Donc, parler des ICC, à mon avis, il n'y a pas que la musique ou la danse ou le conte ou le théâtre. C'est voir ça au sens le plus large. Un exemple, je disais, il y a 6 ans, les gens pensaient que le conte, c'est pour endormir les enfants. Aujourd'hui, à la 6e édition de la Grande Nuit du Conte, nous embauchons une centaine de personnes. Et il y a l'impact jusqu'à 1000 kilomètres d'ici, parce que pour la scénographie, on a commandé des nattes qui viennent de Zérékoré, c'est à 1000 kilomètres d'ici, et on a acheté pour 1700 euros de nattes. Et ils sont allés chercher à Lola, à Yomu, jusqu'à Beila. Et donc, ça fait, ça fait tourner de l'argent. Et quand le comptable il parlait du chiffre d'affaires, ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. Toujours dans le même volet, s'est tenue récemment la première édition de la Biennale de Guinée. Justement, quel bilan est tiré de cet événement? Une première, mais bien réussie, qui donne de l'élan parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas un grand rendez-vous en Guinée. On a eu on a eu le rap aussi, on a eu la biennale de percussion, on a eu pas mal de choses, mais qui étaient voilà, éteints. On a besoin de rendez-vous, comme le Massa en Côte d'Ivoire, comme la biennale au Sénégal, etc. Nous avons besoin de rendez-vous et la Biéguib est en train comment ça s'appelle, de nous donner de l'espoir. Voilà, parce que c'était pas que de la musique, il y avait du cinéma, il y avait de la danse, on voulait du conte, voilà, c'était pluridisciplinaire et ça fait venir des professionnels de plusieurs domaines. Il y a eu des tables rondes, il y a eu des échanges, des panels sur plusieurs choses qui apportent énormément de choses à l'écosystème des ICC. Et on en avait besoin et ça s'inscrit dans le cadre du grand programme Simandou dont M. Camara parlait tout à l'heure, le volet éducation et culture. Et c'est des choses qu'on doit maintenir comme le festival de Djembé que le ministère de la Culture aussi organise. Il faut que le Festival international de théâtre de Guinée revienne. Il faut que la Grande Nuit du Conte puisse continuer pour que vraiment on continue à réunir des grandes figures. C'est ce qui va permettre à nos artistes aussi d'avoir des connexions, nos artisans aussi d'avoir des connexions et de faire des partenariats. Jean-René Daubin, je vous retourne la même question. Que retenir justement de cette biennale? Alors,
en tant que promoteur culturel, nous avons salué cette grande biennale. Vous parliez tantôt de l'industrie culturelle créative. Alors, nous avons senti que ça se programme. Je le disais, il dit le développement, il se programme. Et quand on planifie, on programme, on a des objectifs, on définit des stratégies et on met en œuvre des activités, forcément, il y aura le résultat. Et cette biennale a mobilisé plein d'acteurs culturels, des petits jobs, des gens qui ont fabriqué des djembés, des gens qui ont fabriqué des flips, des tisserands qui sont venus de la Haute-Guinée, de la forêt, du Fouta. Et c'était vraiment du culturel et du business. Et donc, ça a porté, et nous saluons cette avancée significative et qui a bénéficié naturellement de l'accompagnement des autorités. Parce qu'il faut du management, il faut d'une programmation, il faut des actions stratégiques pour obtenir des résultats sur le terrain. Et donc, ça a été une réussite. Abdoulaye Camara, qu'est-ce que ça vous a apporté, la Biennale de Guinée? Ben, la Biennale de Guinée, ça m'avait apporté beaucoup de choses parce que j'avais joué avec plusieurs acteurs et j'avais joué avec le groupe Circus Baobab, j'avais joué avec Tonton Suleiman Tchangel avec son truc et j'ai joué avec plein de comédiennes aussi, ça m'avait apporté beaucoup de choses et ça m'avait donné beaucoup d'expérience à partager les idées avec eux parce que des fois je joue avec mon groupe et ça, j'ai partagé plusieurs trucs avec les gens, d'autres personnes aussi qui ont des autres idées, on avait vraiment partagé des bonnes idées. Messieurs, je vous invite à suivre ce reportage à la rédaction et on se retrouve juste après. Un rythme entraînant et un public conquis. À Conakry, la Biennale de Guinée s'est achevée sur une note festive avec 3 concerts géants. Des artistes locaux et internationaux ont défilé sur la scène de l'esplanade du Palais des Peuples. Du compas de Joé Douet Filé au rap conscient de La Fouine, les Guinéens sont venus nombreux acclamer leurs artistes, des artistes enthousiastes à l'idée de soutenir un tel projet. Un tel événement dans une grande ville, dans un grand pays comme la Guinée montre que la Guinée est en paix et vive dans la prospérité. Et je défends ça. Et en tant que griot, détenteur de la culture, je dois être là pour dire à ce peuple, oui, on est ensemble et il faut qu'on soit en paix et vivre en harmonie. La Biennale de Guinée, c'était aussi 9 jours d'échanges et de rencontres autour de multiples activités culturelles. Une première édition qui a démarré au rythme des percussions avec le carnaval de Conakry. Expositions, défilés de mode, projections de films, la Biennale de Guinée a été pensée pour valoriser tout un patrimoine culturel, artistique et touristique. Un projet à fort impact économique destiné à renforcer l'attractivité du territoire. La Biennale de Guinée est faite pour être un projet et culturel, et technologique, et économique, donc business, entrepreneurial et tout, mais aussi pour le bien-être, parce que le consommateur final reste nos populations. Donc il est très important pour nous que l'on structure mieux tous nos métiers, donc dans les ICC, dans les industries culturelles et créatives en Afrique, qu'on outille mieux les acteurs qui sont déjà dedans, mais aussi qui aspirent à y venir, mais au-delà, qu'on permette à cet écosystème d'être rentable. Plusieurs jours de festivités, mais aussi de réflexion avec l'organisation du FORCA, le Forum de la culture africaine, qui a notamment permis aux professionnels du secteur d'échanger sur l'importance de la formation professionnelle. Rachidé, quel regard portez-vous justement sur la Biennale? Alors, moi, je ne sais pas si je vais parler en tant que, parce que je suis le chargé de com de la Biennale. Alors, l'impact était immense. 9 jours d'échange, 9 jours de partage.
c'était un projet fédérateur parce que tout le monde a travaillé. Disons, on a fait travailler toute la Guinée. On avait ambition d'aller encore un peu plus loin, au-delà de ce que les gens ils ont vu, mais je pense que la deuxième édition va porter ses fruits. Alors, pour revenir sur l'impact était immense. Parce que, en gros, si je prends juste que sur les jeunes, on a eu quoi, 200 bénévoles qui ont travaillé. Et au-delà de ça, le fait d'avoir plusieurs activités, c'était pluridisciplinaire. Donc, savoir que au moment où on était sur les forums, il y avait un masterclass qui se passait sur les droits d'auteur. Il y avait de l'autre côté du théâtre, il y avait une autre formation sur la littérature. Il y avait beaucoup de disciplines qui étaient en avant. Et tous les acteurs ont travaillé et on a trouvé qu'il y a de la potentialité qu'on peut continuer à accompagner en Guinée, au-delà même des concerts. Effectivement, je reviens vers vous. Petit tonton, comment améliorer justement l'accès au financement pour les entrepreneurs créatifs de musique, de cinéma, de mots, de numérique, de jeux vidéo? Mais il y a encore ce problème d'information et de formation, c'est-à-dire qu'on va avoir et aussi et surtout comment ça s'appelle, euh, les partenariats avec les institutions. On va, il y a des financements de certains pays, de certaines institutions auxquels on n'avait pas accès et il y en a encore auxquels on n'a pas accès parce qu'on n'avait pas de relation de partenariat culturel avec ces pays. Parce que moi, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais postulé pour avoir une subvention au Luxembourg. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de partenariat entre la Guinée et le Luxembourg sur le plan culturel. Donc, on avait interpellé le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture sur ce fait pour voilà, essayer de faire ces partenariats. Mais il faut que... il y a beaucoup d'appels qui passent, on n'est pas au courant. Il faut s'informer et il faut que les gens sachent comment monter les dossiers, comment répondre quel projet proposer, comment défendre son projet. Donc, ça ramène encore à la formation. À la formation sur, oui, quand on a un projet, il faut préparer son pitch. Et, comment ça s'appelle, au forum Création Africa 2023, il y avait, parlant de jeux vidéo, il y a un de nos jeunes qui s'appelle Serge Abraham Tadé qui est allé et donc la maison Mansa avait coaché pour préparer son pitch et il a été lauréat dans le domaine du jeu vidéo. Donc il y a ce côté formation parce que voilà, le projet va être beau si on ne sait pas le défendre, si on ne le maîtrise pas, s'il n'y a pas de passion, etc., on passe à côté. Donc, c'est de chercher les informations et de bien se préparer parce qu'on dit, voilà, il faut préparer la chance pour atteindre l'opportunité. Et préparer la chance, c'est se former, c'est s'informer, c'est bien préparer son pitch, etc. Je me retourne vers vous, Fresh Dédé. En quoi la digitalisation et les plateformes numériques peuvent-elles transformer la diffusion, la monétisation et l'exportation de contenus créatifs africains? Déjà, il y a un petit problème avant même d'aller sur la digitalisation. Déjà, il y a des zones qui ne sont pas monétisées. Donc, je trouve qu'il y a des zones, c'est pas avantageux. Par exemple, si tu prends le cas de la Guinée, il y a beaucoup de créateurs de contenu, mais aujourd'hui qui ne vivent pas forcément de ça. Donc, je pense que d'abord, avant même de savoir qu'est-ce que ça peut apporter, c'est déjà de trouver une solution de pouvoir monétiser la zone. Si la zone est monétisée, je pense qu'après, derrière, ça pourra rapporter énormément de choses à travers la création de contenu. Parce que si tu prends aujourd'hui énormément de jeunes qui prennent le temps de créer du contenu, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, mais après, derrière, si c'est pas, par exemple, en termes de collaboration avec des entreprises qui apportent un plus, ils n'arrivent pas à vivre de ça, en fait. Donc, derrière, je pense qu'aujourd'hui, c'est de faire en sorte
que l'État se retourne vers ça, nous permettre déjà d'être dans une zone où on est monétisé et derrière, on va automatiquement voir l'impact parce qu'aujourd'hui, les gens ne vivent pas de ça véridiquement. On fait des créations, on partage énormément tout ce qui se passe. Les gens, ils travaillent dur, ils investissent sur des caméras pour pouvoir changer la qualité de la production. Mais après, derrière, c'est que de l'investissement. Il n'y a pas de retour sur investissement. Donc, pour le moment, tu ne peux même pas dire que oui, c'est impactant. Parce que ce que tu produis ne te fait pas vivre. Tu n'as pas de retour sur investissement. Donc, pour le moment, c'est hyper compliqué. Maintenant, si on doit prendre aujourd'hui l'Afrique en général, on voit déjà la Côte d'Ivoire, le Sénégal, je pense, qui est monétisé. On voit déjà l'impact sur beaucoup de jeunes aujourd'hui qui arrivent à ouvrir leur champ et qui arrivent à aller au-delà même de ce qu'ils arrivent à proposer, qui est super bon top. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand je dois parler niveau Guinée, je peux pas, par exemple, te parler directement d'impact en ce moment parce que je sais que les gens, ils rament énormément en termes de contenu parce qu'ils n'ont pas de retour. Ça veut dire que tu pourras pas améliorer la qualité si tu n'as pas un retour. Parce que si tu dois sortir de l'argent et acheter des matos pour pouvoir créer des contenus et tu n'as pas de retour sur investissement, tu pourras pas améliorer au fait. Abdoulaye Camara, comment les réseaux sociaux facilitent la promotion de votre travail, en quelque sorte? Bon, là, ça me permet beaucoup de partager mes vidéos parce que tout restant, il y a les étrangers de l'Espagne, en France, en Amérique. Beaucoup de personnes me contactent à travers mes vidéos que je lance au Facebook ou sur TikTok. Tu vois, ça me donne la visibilité. Vous voyez, parce qu'il y a certaines personnes qui me voient là-bas de dire que si je peux les former en distance. Vous voyez, ça m'a permis beaucoup de choses, de booster mes trucs, même si je sais pas comment est-ce que je vais dire ça. Et puis, ça m'a beaucoup aidé quand même. Ça m'a beaucoup aidé. Monsieur Jean-René Douba, en quoi les industries créatives peuvent-elles contribuer au rayonnement de la culture africaine et au développement du tourisme culturel? Oui, ces industries culturelles comme programme de développement. Et qui dit programme prend soin du positionnement, de la mobilisation des ressources, du renforcement de capacités et de la fixation des attentes et des résultats dans le cadre du développement. Et donc, l'Afrique aujourd'hui, il faut se dire que c'est pas, je vais dire, dans notre passé culturel, les industries culturelles qui rapportent comme ce qui se faisait en Occident. Et aujourd'hui, avec le développement de l'électronique, nous en faisons aussi des volets de développement et donc nous programmons ces acteurs culturels qui s'investissent et donc qui doivent être accompagnés. Alors je me dis, c'est comme tout programme de développement qu'on met en place et qu'on accompagne dans la mise en œuvre. C'est vrai, les questions d'argent, c'est difficile, mais les États, les gouvernants doivent en faire des priorités comme étant des pôles de développement qui peuvent rapporter, qui peuvent injecter des devises dans les caisses de l'État. Donc, faire de protection avec ces industries et les accompagner. À mon avis, cela peut mieux aider l'Afrique à se comparer parce que nous avons des particularités, nous avons des talents, nous avons des valeurs qui ne sont pas partagées avec tous les autres pays du monde. Donc l'Afrique peut être fière de son passé, de son identité, de son histoire pour ce développement des industries culturelles. Petit tonton, réaction sur cette même question? Vous savez, si on prend l'exemple de la Biégif, ça se classe dans le cadre des ICC. La Biégif permet aux gens de découvrir les cultures, parce qu'on en a plusieurs, les cultures guinéennes, les lieux, parce que quand les gens y viennent, ils découvrent des lieux, ils découvrent des objets, des sites, etc. Et à travers les réseaux sociaux, en tout cas le digital, ils découvrent pas mal de choses qui attirent plusieurs personnes.
Et si la nuit du conte, par exemple, cette année, beaucoup de gens ont calé leurs vacances sur cette période. Et pour dire que oui, si nous continuons à créer ces rendez-vous, dans les clips vidéo ou dans tout ce que nous faisons, à faire un lien avec des lieux, avec des populations, des objets, des événements, on peut beaucoup attirer et développer le tourisme dans un pays. C'est sur ces notes de flûte de Abdoulaye Camara que nous allons clore justement cette émission spéciale La Guinée des talents. Fresh Dédé, journaliste, créateur de contenu, merci d'avoir été parmi nous. Monsieur Jean-René Douba Camara, promoteur culturel et fondateur du Fest Art Dumba, merci d'avoir été notre invité. C'est un plaisir pour vous d'être. Petit tonton, merci d'avoir été parmi nous pour cette édition spéciale. Merci de m'avoir invité. Créateur, unique détenteur des astres et des êtres, celui qui nous recommande de ne pas falsifier l'histoire des peuples. Gloire aux ancêtres qui nous ont légué cette terre riche et diverse d'Afrique. Les anciens disent que chaque rivière a sa propre source. Le borgne a un seul œil, mais il pleure quand même. Le soleil n'épargne pas un village parce qu'il est petit. Les anciens disent: une personne sans identité est comme un ustensile que n'importe qui pourrait utiliser. Si tu renies tes ancêtres, tu verseras de l'eau pour les ancêtres des autres. L'eau qui coule sans connaissance de sa source bientôt tarira. Connais tes racines et tu comprendras ta place dans le monde. Que la bénédiction des ancêtres soit sur nous.